Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque. Et dans la communication non violente, il y a aussi tout un espace sur qu'est-ce qui est important pour moi et comment je fais pour ne pas être aussi violent avec moi-même et dire non. Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword, c'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail. The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur www.yaniro.co/book, B-O-O-K. On met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Lina, comment vas-tu ? Bonjour, écoute, ça va très bien, et toi ? Bon, ça va bien. On se posait la question juste avant, un petit peu claqué. Moi, j'ai eu une grosse semaine, j'ai eu des trains en retard, je suis arrivé à 1h du mat, j'ai pas assez dormi, et puis là, on est vendredi, mais ça me réjouit, moi, de ces épisodes du podcast. J'ai pas l'impression de travailler, j'ai l'impression de faire des pauses et de rencontrer des gens hyper intéressants, donc je suis très content que tu aies accepté notre invitation, Lina, sur le podcast du Human Factor de Yaniro, et je suis très content donc de finir cette semaine et de passer ce vendredi en ta compagnie. Écoute, merci de m'avoir invitée. Merci aussi à Claire-Lise d'avoir mis mon nom quand tu avais fait la demande, parce que c'est chouette qu'elle ait pensé à moi et qu'elle ait proposé mon nom. Je suis très contente aussi de finir cette semaine par ce moment un peu différent. Voilà. Et peut-être, si vous avez cliqué sur l'épisode, vous savez de quoi on va parler, donc je vais en parler juste après, mais peut-être vous ne connaissez pas par cœur Lina et Bimenco, donc est-ce que je te laisserai pas faire quelques mots sur te présenter à nos auditeurs et auditrices ? Carrément. Voilà, donc je suis Lina. Ça fait 2 ans que j'ai rejoint Bimenco. C'est une très jolie aventure que j'ai commencée en réalité il y a 4 ans, parce que je ne suis pas RH à l'origine. J'ai fait 7 ans d'ingénierie financière, donc c'était un métier totalement différent. J'ai appris énormément de choses sur les grands groupes, sur le métier que je faisais à l'époque, mais aussi sur l'humain, et c'est ça qui m'a amenée ensuite à vouloir faire quelque chose de différent. Et donc ça fait 4 ans que je bosse dans l'univers de la tech, dans le SaaS et chez Bimenco du coup. Je vais peut-être te raconter un petit peu ce qu'on fait chez Bimenco. Tout à fait, vas-y. Donc Bimenco c'est une boîte dans la constructech. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que quand tout le monde ne connaît pas, le BIM c'est la Building Intelligence Modeling. C'est le fait de faire de la gestion de data et de la modélisation 3D dans le secteur de la construction pour améliorer la gestion de projet, mais surtout avoir un impact écologique, diminuer le nombre de déchets dans le monde grâce à une meilleure planification des projets de construction. Et il y a combien de personnes chez Bimenco, si on veut essayer de te faire une petite visualisation ? Alors aujourd'hui, on est 30, majoritairement en France, une bonne partie maintenant qui est en 100% à distance. On est aussi en Espagne, on a des personnes en Chine. Voilà, on est un petit peu partout, on est 30, mais on est un petit peu partout. Ouais, vous avez attaqué le sujet de l'international et du remote en direct. Oui, et j'ai oublié l'Espagne, mais voilà. Yes. Donc, vous l'avez compris, aujourd'hui, on va rentrer en détail sur un sujet qui est plus que macro. Hein. Là, pour le coup, des fois, on fait des épisodes très, très, très précis sur, je sais pas, le sujet des job titles ou sur le recrutement des techs ou des choses comme ça. Là, on va prendre quelque chose qui, irrigue le monde du travail de A à Z, qui est le sujet des émotions au travail. On y va, peut-être ? On y va, allez. Allez, let's go, on est parti. Donc la première question que j'ai envie de te poser, les auditeurs, les auditrices le savent peut-être, mais la manière dont on prépare les épisodes, c'est une discussion ouverte. C'est-à-dire on se rencontre avec Lina, on se dit tiens, ça serait super de se faire un épisode, qu'est-ce que tu en penses, etc. Et moi, j'arrive pas en disant Lina, aujourd'hui on va parler de ça. C'est pas du tout comme ça qu'on a envie de travailler. On préfère se dire de quoi est-ce qu'on pourrait parler, c'est quoi les sujets qui t'intéressent, que tu as envie d'aborder, et parmi les différentes options, il y a ce sujet des émotions au travail qui a donc finalement été ce sur quoi on est retombé. Donc moi, la première question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi est-ce que c'est ça qui a une place un peu spéciale dans ton cœur ?
Parce que je pense que ça a été un peu un fil rouge depuis le moment où j'ai décidé aussi de changer de carrière. Donc je pense que j'ai constaté en fait qu'il était très difficile lorsque je gérais des projets, qu'il était même très difficile dans les entreprises où je suis passée, de vraiment discuter de ce qu'on était en train de ressentir, de pouvoir parler en fait, ok, bah ça a généré telle ou telle émotion, ça m'a dérangé pour telle et telle raison. Et donc, je me suis rendu compte que la communication sur ces sujets-là était hyper impactant. Quand j'ai commencé à être RH, en fait, c'est quelque chose que j'ai mis au cœur de ma pratique. C'est quelque chose en fait qui se faisait aussi. Donc j'ai bossé pour Front 2 ans et chez Front en fait c'est vraiment les bonnes pratiques qui sont partagées à tout le monde aussi sur ce sujet-là. Et j'ai vu l'énorme impact que ça a sur la motivation des équipes, le stress des équipes, à quel point ça les faire descendre au niveau du stress. Ça a aussi un impact énorme aussi sur la performance et donc le chiffre de la boîte, forcément. Et je me suis aussi rendu compte de l'impact sur la diminution de friction dans les équipes, en fait. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. Mais peut-être pour poser un peu le tableau, en tout cas de toi, ce que tu vois ou de ce que tu en penses, c'est vraiment un très très grand sujet. Et où est-ce que tu dirais qu'on se trouve là, à l'heure où on enregistre, on est en 2022, en avril, sur la place que les émotions peuvent prendre au travail? Parce que ce que je comprends un peu en filigrane, et c'est plutôt ce que je vois aussi, c'est que la position par défaut, alors évidemment pas partout, évidemment pas tout le temps, il y a des exceptions, mais en tout cas si on prend les grandes masses, c'est que les émotions, c'est quelque chose qu'on devrait laisser en dehors du lieu de travail. Où est-ce qu'on en Oui. est à l'heure actuelle, à ton avis? Bah, en tout cas, moi, ce que je perçois, ce que j'ai pu percevoir, c'est que, en effet, encore aujourd'hui, on demande énormément aux gens de laisser les émotions à la porte quand ils arrivent au travail. Et c'est quelque chose d'extrêmement difficile parce que, en fait, on est des humains, on a des émotions, qu'on le veuille ou non. C'est comme ça qu'on est constitué. Et donc, le fait de vouloir laisser les émotions, en fait, à la porte pose un problème. Déjà parce qu'on commence à porter des masques au travail, qui est aussi un très grand sujet. On va peut-être pas le développer maintenant parce que ça nous perdrait encore un épisode entier, je pense, de parler de ça. Mais en fait, ça crée énormément de frustration. Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On dit souvent aux gens, faut être professionnel. Et en fait, de manière sous-entendue, on demande aux gens du coup de contenir, de réprimer en fait ce qu'ils sont en train de ressentir. Et c'est très difficile pour les managers en fait de gérer ces situations-là. C'est-à-dire que les managers ne sont pas formés pour accueillir ou pour même ouvrir un espace pour que les personnes puissent discuter de leurs émotions ou de ce qu'ils sont en train de ressentir par rapport à tel et tel sujet. Et en fait, en réalité, non seulement les managers ne sont pas formés, mais personne n'est formé à ça. On n'en parle pas à l'école, on n'en parle pas à l'université, on n'en parle pas en entreprise. Et du coup, on débarque dans un univers qui est le monde du travail, qui n'est pas le même qu'on a eu l'habitude d'avoir par le passé, où on choisissait les personnes avec qui on travaillait, qui réfléchissent pas totalement pareil, mais quand même qui ont des systèmes similaires, parce que soit on a grandi avec, soit on a eu un moment hyper fort à l'université ou en école pour se construire ensemble. Et donc, il faut composer avec plein de typologies de personnes différentes sur des sujets extrêmement stratégiques ou business, enfin voilà, donc où il y a du stress, de la pression. Et donc là, il y a tout qui part un petit peu moi je trouve à volo. C'est compliqué, ça peut être parfois même explosif dans certains, surtout dans les grands groupes. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui on n'investit pas assez sur ce sujet-là et on ne forme pas les gens parce qu'en fait on s'attend à ce que les gens naturellement sachent communiquer et sachent en fait exprimer ce dont ils ont besoin. D'ailleurs, souvent quelque chose que les managers disent souvent, c'est mais je comprends pas, je lui ai dit pourquoi ça n'est pas arrivé. Et donc il y a plein de choses derrière ça qui pas seulement, mais qui peut être aussi beaucoup lié à l'émotionnel ou à une situation de perception. Et il faut en parler, en fait. Faut être formé pour ça. Et ben, si tu es d'accord, moi je te propose que, alors ça serait prétentieux de dire qu'on va résoudre le problème une bonne fois pour toutes, c'est pas du tout le cas, mais à notre échelle, on va donc prendre le temps de former, je ne sais pas, mais en tout cas de mettre un coup de projecteur sur ce sujet-là, en commençant peut-être du plus simple.
comment comprendre les émotions? À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça fait? Je vais jouer aussi, hein, parce que forcément j'ai un passé de psychologue, donc j'ai pas mal passé de temps là-dessus. Mais déjà, moi, de la manière dont tu le présentes, c'est quoi les émotions, la fonction utile des émotions? Pourquoi, comme tu le disais, ça n'a pas tout à fait de sens de dire de réprimer ses émotions, parce qu'on en est tous un petit peu traversés par des émotions. Comment toi tu le racontes? Et moi, je ferai pareil après. Je vais essayer de raconter un petit peu, en tout cas, ma perception du sujet. En réalité, en fait, je pense que je sais pas si je vais devenir vraiment ce que c'est une émotion, mais en tout cas, comment moi je le perçois. Oui, c'est comment tu le racontes. Hein, voilà. on fait pas un cours théorique. Hein. Donc oui, c'est une très bonne question. Pour moi, en fait. Je vois les émotions en fait comme un grand éléphant qui se balade un peu partout. Et en fait, notre tête, c'est comme le petit monsieur ou la petite dame qui est au-dessus des éléphants et qui doit le diriger en réfléchissant, prenant en compte toutes les informations qu'il y a autour de lui, en se disant voilà, c'est le meilleur moyen, etc., de transmettre telle et telle chose, d'exécuter tel et tel sujet. Mais en fait, l'éléphant, comme l'image le montre bien, il est beaucoup plus grand que nous, il est beaucoup plus lourd que l'humain qui est au-dessus. Et donc, on a beau essayer de tirer, avoir l'impression qu'on a le contrôle parce qu'on est au-dessus, et en fait, c'est pas le cas. Et en fait, les émotions sont une très, très grande source d'information pour nous tous. En fait, on est des animaux sociaux, on est construit comme ça, et donc en fait, dès que l'on a un geste, une parole, une façon de regarder, et même parfois c'est des choses beaucoup plus imperceptibles que ça, l'humain en face, en fait, il a une information sur un sujet. Donc, il sait qu'on est en colère, qu'on est angoissé, qu'on est content, pas content. Et toutes ces informations nous permettent, en fait, de construire un projet ensemble. C'est parce qu'on a ces informations, en fait, qu'on peut construire un projet ensemble, qu'aussi les choses peuvent faire du sens. Si on a de la validation en face, par une émotion positive, forcément, on continue à aller dans le même sens ensemble. Donc voilà comment moi, en tout cas, je perçois les émotions. Et c'est vrai qu'en entreprise aussi, forcément, parce que l'entreprise, c'est quoi? C'est un groupe d'humains qui décide d'avoir un projet commun et de se raconter une histoire tous ensemble. Littéralement une société. Littéralement, exactement, une société, t'as raison. Et du coup, c'est vrai que le fait de, comme on disait tout à l'heure, de les réprimer, c'est compliqué. Et je trouve, j'avais lu un article dans le Harvard Business Review qui était assez intéressant sur ce sujet parce qu'ils avaient une image hyper chouette en fait pour parler de cette répression de l'émotion ou à quel point l'émotion peut être utile en fait à motiver un groupe. Et j'avais trouvé ça très juste. Alors, je ne sais plus comment s'appelle l'article, mais en tout cas, on pourra le mettre en ressources. Donc, l'idée, c'était, voilà, il y a un match de foot. Le coach est là, il est à fond, l'équipe à fond, ils se sont entraînés avant, ils savent ce qu'ils doivent faire, chacun à son poste, etc. Mais l'équipe en face, elle mène le match d'un point et on est presque à la fin de la première mi-temps. Il y a une faute qui est commise par l'équipe inverse et qui donne l'avantage donc à l'équipe du coach. Et il y a le meilleur joueur qui va. Enfin, je sais pas, moi je connais pas les postes, mais bref, il y va. Moi non plus. En tout cas, le mec qui tire des buts, il y va. Il est chaud, tout le monde est hyper content. Il se dit ça y est, on va réussir à égaliser avant la fin des 45 minutes. Et c'est génial parce qu'on va repartir motivé. La deuxième mi-temps sera beaucoup plus facile. Le mec tire, tout a l'air au carré. En fait, ça touche le poteau. Donc là, déception. Tout le monde a vu des matchs de foot, là, ils se roulent par terre, ils sont trop mal, c'est la fin du monde. Moi, je comprends pas trop, mais je respecte. Mais tu vois bien qu'il y a un problème, qu'on n'est pas trop content. Exactement. Là, voilà, information, il est pas content. Donc, l'image que l'article voulait mettre en exergue, c'était quelle est la solution du coach, en fait? Parce que là, évidemment, tout le monde est méga déçu. Évidemment, en fait, il est peut-être même en colère, le coach, parce que peut-être qu'il avait préparé et surpréparé en fait le joueur à ce moment-là. Il lui avait dit quel défaut essayer de corriger pour pas aller sur le poteau. Donc, il y a plusieurs solutions. Je fais une petite virgule. J'ai regardé, l'article s'appelle Handling Negative Emotions in a Way That's Good for Your Team. Réceptionner les émotions négatives d'une manière qui est bonne pour l'équipe. Donc voilà, que fait le coach ? Que fait le coach ? Et en fait, il a plusieurs solutions. La première solution, c'est de se dire, je peux pas leur montrer en fait que je suis déçue et que je suis en colère.
parce qu'en fait, si je fais ça, c'est fini. En fait, la deuxième mi-temps, c'est sûr qu'on est mort, quoi. Donc, il prend sur lui. Il se dit, je dois rien montrer. Je leur dis, allez, vite, on rentre, on va discuter, on fait le point, etc. Mais ce qui se passe, en fait, à ce moment-là, c'est que, encore une fois, on est des humains. Et même s'il essaie de réprimer ça, inconsciemment, toute l'équipe a compris que, déjà, tout le monde a compris que tout le monde était déçu et on n'en parle pas. Donc déjà, tout le monde bloque et il ne s'est rien passé. Ça, c'est le meilleur moyen, en fait, pour que ça se passe mal ensuite, c'est il ne s'est rien passé. Ensuite, inconsciemment, ils perçoivent en fait des gestes du visage ou ce que je veux dire, c'est des choses non dites, en tout cas, qui montrent la déception ou la colère. Le langage non verbal du seum. Exactement, c'est ça. Il a trop le seum et donc les gens le savent. Et les études montrent que ça fait augmenter la pression artérielle de tout le monde, donc fait augmenter l'état d'alerte et donc l'état de stress. Donc en fait, il va ressortir sur le terrain, peu importe ce qu'il a dit en fait le coach, tout le monde va être méga stressé et tout le monde va comprendre qu'en fait il est en colère, il est pas content et qu'il s'était préparé. Donc ça c'est la première solution, mais on voit bien que ça marche pas très bien, en tout cas pour le succès de l'équipe. Donc c'est ce qu'on appelle le fait de se réprimer. Il y a une deuxième solution, c'est le coach. Ils disent je vais tout déballer parce que là c'est vraiment abusé en fait. C'est pas ok ce qui s'est passé. On en a parlé. Je leur ai dit quoi faire. Hein, c'était clair. Il fallait juste exécuter. Donc là il déballe. Il déverse toutes ses émotions sur l'équipe. On va dire qu'il leur crie dessus carrément. Voilà. Et donc ça. Pas besoin d'explication, hein. Ça se passe pas très bien non plus, ils repartent pas du tout motivés. On imagine bien que ça marche pas, non ? C'est ça. Et la dernière solution, c'est ce dont il parlait dans l'article, c'est ce que je voulais aussi partager ici, que j'ai trouvé très intéressant et vrai en fait par rapport à ce qui se passe aussi, ce que j'ai pu constater, c'est ce qu'ils appellent la réévaluation. Donc la réévaluation, c'est quoi ? C'est le coach en fait. Il redescend lui-même son niveau de stress en fait avant de parler avec son équipe. Comment ? Il se dit en fait il nous reste la deuxième mi-temps. Oui, on s'est entraîné, on est hyper déçus, mais il reste la deuxième mi-temps. C'est pas la fin de la saison. Bon, même si c'est la fin de la saison, en fait le worst case scénario c'est que en fait il y aura une autre saison après. Donc on va s'en remettre. Et donc comme il arrive à un niveau de stress plus bas, il va aussi pouvoir donner beaucoup plus de motivation de manière calme et structurée. Parce qu'en fait, comme il a descendu son niveau de stress, ce sera beaucoup plus calme. Et donc, l'exemple, ce qu'il explique, c'est que en réévaluant, il va accepter et dire devant tout le monde, on est tous très déçus de ce qui s'est passé. En fait, on avait vachement travaillé pour ça et en fait, là, on n'égalise pas. Mais c'est OK parce qu'il reste la deuxième mi-temps. Et ensuite, il va dérouler son pitch pour remotiver les gens. Mais en fait, le fait d'accepter qu'il y a eu un sujet, de pouvoir avancer en disant on est tous dans le même bateau, et puis voici la stratégie qu'on va utiliser, en fait, ça fait redescendre tout le monde et tout le monde a aussi la place pour exprimer comment il se sent. Donc là, c'est l'équivalent quelque part d'avoir un dialogue entre l'éléphant et la personne, le cavalier ou la cavalière de l'éléphant, quoi. De dire, on va pas brider l'éléphant qui est comme un ouf pour une raison X ou Y. On va pas non plus le laisser faire n'importe quoi et faire semblant qu'il se passe rien. Ouais. L'idée, c'est d'embarquer avec le mouvement de l'éléphant pour dire, je vois bien, je sais pas moi, que t'as faim ou que t'es en colère ou qu'il y a quelque chose qui déraille. Et maintenant qu'on a laissé ce truc-là s'exprimer, what's next, quoi ? Qu'est-ce qu'on fait à partir de là ? Exactement. Tu le dis très justement. Moi, j'imagine même le rider, justement, la personne qui est en train de diriger l'éléphant, descendre et vraiment dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va, comment on fait pour que ça se passe bien. Mais du coup, je vais, si tu me permets, je vais faire très peu de mots parce que évidemment, je peux en parler un petit moment là-dessus. Tu l'as dit toi-même, mais je pense que ça, c'est une humilité commune qu'on doit avoir. C'est que les travaux sur les émotions, c'est hyper récent. Pour vous donner une petite idée, des travaux fondamentaux en sciences humaines sur l'intelligence, c'est les années 40 à peu près. Je pense à Spearman, le facteur G, les choses comme ça. Enfin bon, peu importe. On dirait que c'est du name dropping, c'est incroyable, du name dropping de nerd, Moi, je prends note, psycho, tu vois. Et l'intelligence émotionnelle qui a été conceptualisée par Goldman, c'est 90, si je dis pas de bêtises, 80-90, à tout casser, quoi. Ouais. Donc c'est quelque chose qui est hyper récent, qu'on comprend pas très bien.
Et donc, évidemment, si la science, la recherche le comprend un peu que récemment, on peut imaginer que le grand public, on a pataugé dans des incertitudes depuis un bon petit moment, quoi. Mais pour éviter de rentrer dans des bouquins hyper compliqués à comprendre ou un peu arides, une ressource que je recommande pour rentrer tout en douceur dans ce milieu et de manière assez ludique, c'est le film Vice Versa. Inside Out de Pixar, qui en plus d'être un super bon film, est incroyablement juste d'un point de vue scientifique. C'est-à-dire, à date, c'est à peu près comme ça que ça se passe, de ce qu'on croit. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le voir. Mais... Ouais. Il est génial. J'ai beaucoup aimé ce film. En fait, il m'a vachement touchée. Puis je me suis dit, on a mis des images et des mots très justes, très simples, sur un sujet super complexe. Ouais, tout à fait. Et là où je voulais en venir par rapport à ça, avant d'avancer sur la suite de ce qu'on va pouvoir essayer de faire, c'est que s'il y a deux éléments, je ne vais pas vous spoiler la fin, de Vice Versa, de Inside Out, qu'on peut garder en tête, c'est que toutes les émotions ont des fonctions utiles. On peut les voir, comme tu disais, les émotions, on les laisse au travail. Moi, j'ai entendu beaucoup de personnes dire oui, mais les émotions, c'est de la faiblesse par rapport à l'intelligence, par exemple, qui nous définit en tant qu'humain et tout. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Les émotions sont là pour une raison. Voilà, la colère, c'est pour éviter de se faire envahir ou se faire marcher sur les pieds. La tristesse, c'est pour exprimer une forme d'abattement qui permet de se connecter à des gens, de dire littéralement, je ne vais pas y arriver tout seul. Et donc j'ai besoin d'être avec quelqu'un, etc. Et surtout, les émotions peuvent dialoguer entre elles, et les émotions peuvent dialoguer avec d'autres parties du cerveau, comme tu l'as dit toi-même, où quand je suis entraîneur d'une équipe et que moi-même je suis submergé par des émotions parce que je suis déçu, je peux tout à fait accepter, faire rentrer l'émotion de la déception, puis dire bon, je ne suis pas cette émotion, c'est un truc qu'on fait en méditation par exemple, de dire je ne suis pas cette émotion, je ressens cette émotion, quid, qu'est-ce qu'on fait à partir de là, quoi. Et du coup, rentrons un peu dans l'émotion au travail. Qu'est-ce qu'il y a comme outils qui permettent quelque part de laisser l'émotion s'exprimer au travail d'une manière qui est cohérente à la fois avec j'allais dire ce qu'on sait sur les émotions, un respect des émotions qui va être du coup plutôt dans la solution 3 que dans la solution 1 ou 2 par rapport à ton exemple d'entraîneur. On entend beaucoup parler par exemple de la communication non violente. Quel est ton avis un peu sur la question? Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Est-ce que ça reste l'un des outils les plus efficients pour quelque part laisser une place aux émotions au travail, ou tu en connais d'autres? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors je suis pas une experte, encore une fois. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu en voir, c'est que c'est un outil très puissant parce qu'en fait, ça permet d'exprimer son émotion d'une manière où on va pas en fait blesser l'autre. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait dire, écoute, moi je suis en colère. Alors moi, quand je le fais, ça fait beaucoup rire les gens, parce que quand je suis calme et je dis, écoute, je suis très en colère, les gens en face, ils me disent, c'est comme ça que tu es en colère? Non, j'ai fait du travail pour pouvoir te le dire comme ça. Mais ça permet en fait d'exprimer ce qu'on est en train de vivre, en effet, émotionnellement, sans forcément blesser l'autre, c'est ce que je disais. Mais d'autre part, ça veut pas dire en fait, parce qu'on a parfois la vision de la communication non violente ou du fait de pouvoir exprimer ses émotions, comme tu disais, d'ouvrir sa vulnérabilité. Parce qu'en fait, quand on exprime ses émotions, en fait, on est vulnérable en quelque sorte. On a l'impression que c'est un peu le monde des bisounours, on est tous gentils, on met plus de limites, on laisse, voilà. Et dans la communication non violente, il y a aussi tout un espace sur qu'est-ce qui est important pour moi et comment je fais pour ne pas être aussi violent avec moi-même et dire non, je ne suis pas d'accord. Non, c'est quelque chose, cette émotion que tu es en train de me projeter, elle me convient pas, ou cette façon de fonctionner dans l'équipe, elle me convient pas. Après, il y a des discussions. Ça veut pas dire qu'on a toujours raison. C'est des perceptions, en fait. Et donc, derrière, il y a toute une discussion, un travail sur le feedback. Je crois que vous avez fait un épisode sur le feedback, il me semble. Voilà, je vous invite à l'écouter, il est super. Avec donc, Camille de Dashlane, qu'on salue, si elle nous écoute. Donc, voilà. Et donc, en fait, derrière, il y a tout un travail à faire, en effet, pour pouvoir y arriver sans, comme on disait tout à l'heure, déverser toute sa frustration sur l'autre personne. Donc peut-être pour les auditeurs et auditrices qui ont juste entendu l'acronyme CNV et qui ne savent pas forcément ce qu'il y a derrière, on va le faire très simplement. Donc déjà, je vous invite à lire l'excellent Les mots sont des murs ou bien ce sont des fenêtres de Marshall Rosenberg. J'espère que je ne dis pas de bêtises, mais en tout cas, je pense que c'est ça, qui est un très bon livre de référence. En très
résumer, la logique de la communication non violente, c'est un espèce de protocole qui est très antinaturel, hein, faut bien le dire. Pour toute personne qui s'est déjà retrouvée à le faire, ça coule pas de source, hein, mais vous Oui, savez, c'est vrai. ce qui coule de source, c'est les débordements émotionnels. Ça, on sait tous faire, plus ou moins, et c'est une manière justement de hacker ça. Ce qui pose problème dans une boucle émotionnelle, c'est quand il y a deux personnes émotionnelles qui se parlent entre elles et où ça fait en fait quelque part une boucle qui s'arrête pas. Un grand classique, c'est on s'énerve, l'autre personne s'énerve aussi, et en fait on oublie au bout d'un moment que quand on est énervé, c'est juste qu'on s'est senti agressé et qu'on se défend. Il n'y a personne qui est vraiment agressif en fait. On se défend parce qu'on a peur, hein. L'être humain se perçoit bien souvent comme une proie plus que comme un prédateur. Donc émotionnellement, on réagit à quelque chose et du coup on se défend, et l'autre a l'impression qu'on l'agresse et donc on se défend, et ça fait une boucle. Et l'idée en fait, c'est de couper ça en présentant ses émotions, en organisant un petit peu sa pensée là-dessus, pour que l'autre cesse de nous percevoir comme une menace, mais nous perçoive comme quelqu'un qui essaye de construire avec et sur un langage qui a été décrypté, qui est le langage des émotions. Donc par exemple, si j'en sais rien, moi je suis CTO et j'essaye tant bien que mal de tenir ma roadmap produit, et Lina est CEO de l'entreprise et elle revient toute joyeuse parce qu'elle a des nouvelles features qu'elle a trouvées sur le terrain avec des clients, et qu'elle vient me voir en me disant est-ce que tu peux mettre ça, etc. Moi, au lieu de faire non Lina, tu m'ennuies avec tes features, la roadmap, on a déjà plein de retard, etc. Je peux plutôt utiliser la communication non violente, donc je ne vais pas vous donner la démarche exacte, mais qui consiste à se connecter sur qu'est-ce que ça me fait émotionnellement, déjà. Donc là, par exemple, je me dis, quand Lina me parle, ça me fait peur. En fait, je suis inquiet, je commence à être un peu angoissé, etc. Réfléchir à c'est quoi le besoin non satisfait qu'il y a derrière, parce que les émotions sont connectées à des besoins. Donc là, ça va être, par exemple, moi j'ai besoin d'avoir un sentiment de contrôle sur la roadmap, et puis Ouais. j'ai des équipes qui vivent très très mal quand on est hors clou, et du coup j'ai besoin que mes équipes se sentent bien. Si je m'arrête là, ça va être lourd à porter pour Lina, parce que je peux pas juste dire écoute Lina, CEO de l'entreprise, tu sais, moi j'ai besoin de stabilité et que mes équipes se sentent bien. Là, si tu t'arrêtes là, Lina elle dit d'accord, je comprends, très bien, mais so what, quoi, qu'est-ce que je fais à partir de là? Et c'est là où il faut aller jusqu'au niveau de la demande, et faire une proposition constructive, ce qui est un peu l'équivalent de l'entraîneur qui dit est-ce qu'on se focaliserait pas sur les 45 minutes qui restent. Et je pourrais dire par exemple, qu'est-ce que tu penserais, Lina, CEO, de ces features-là, plutôt que de me les envoyer au fil de l'eau, qu'on se fasse une réunion mensuellement où tu me présentes tous les retours du marché, et on voit ce qu'on met dans la roadmap ou ce qu'on met pas dans la roadmap. Et après, libre à Lina, CEO, de me dire oui, me dire non. C'est pas une exigence, hein, c'est une proposition. Mais en tout cas, on est parti sur quelque chose de constructif. Donc ça, c'est un peu l'approche CNV telle quelle que je recommande à absolument tout le monde qui nous écoute. Par contre, moi, je ne sais pas exactement ce que vous avez fait chez Bimenco d'un point de vue travail avec les émotions. Je me suis laissé embarquer sur la CNV là, mais je ne sais même pas si c'est ça ou d'autres choses que vous avez fait. Mais en gros, qu'est-ce que vous avez fait chez Bimenco? Déjà, je pense que c'est hyper intéressant que tu partages en fait de manière très succincte ce que c'est la CNV. Moi, je n'ai pas réussi à mettre des mots dessus. Je pense que dans ce que je vais expliquer, ce qu'on a fait, on a pioché certaines choses dans la CNV. On a aussi pioché des choses dans justement un groupe qui s'appelle The Rider and the Elephant, qui propose en fait des workshops sur les émotions au travail, etc. Et voilà, j'ai pioché des choses chez eux et un peu de toute la littérature sur le sujet. Mais en effet, c'est très important d'avoir de la réflexivité en fait sur ce qu'on va dire. Et moi, c'est quelque chose que je propose aussi souvent aux managers, c'est de souvent poser une question en proposant plusieurs solutions en face pour aussi faire redescendre peut-être, comme tu dis, le sentiment, c'est très juste ce que tu as dit, de se sentir un peu, pas prédateur, mais plutôt une proie, et faire redescendre le sujet, et qu'en fait, on est tous ensemble. Il n'y a personne qui essaye de piéger une autre personne, parce que les humains, naturellement, en fait, en effet, on voit toujours ça. Et voilà. Mais bon, alors du coup, ce qu'on a fait chez Bimenco, parce que moi aussi, je me perds après dans mes pensées. Le projet qu'on a monté en fait l'année dernière était lié au fait que quand je suis arrivée chez Bimenco, donc c'était juste après le premier confinement, et moi j'ai fait des one-on-one en fait avec un peu toute la boîte, et je me suis rendu compte qu'en fait ça avait généré énormément de stress
Bon, ça, on l'a tous constaté, je pense, à différents niveaux. Ça avait généré énormément de non-dits parce qu'on voit plus les gens. Et en fait, pour certains, énormément de colère. Donc avec ça, je savais pas trop quoi faire, parce que je me suis dit, bon, faut qu'on monte un plan, faut qu'on en parle, faut qu'on se le dise. L'entraîneur à la mi-temps, quoi. Zut. C'est ça, j'étais là, bon, comment on s'organise? Surtout que je connaissais pas l'organisation encore, vu que je venais d'arriver, donc ça faisait beaucoup de choses. Et j'ai commencé à m'enseigner, et on a monté un workshop. En fait, on a fait un super, ça se faisait d'habitude en ligne, chez nous, on fait un truc qui s'appelle la Boost. C'est une semaine où on se booste. On fait plein de workshops, plein de sujets, on fait aussi un hackathon. Mais une grosse partie de la Boost, ça allait être sur les émotions. Donc, on a fait ça en ligne, c'est pas simple. On a organisé ça en ligne pour la première fois. Et on a fait un workshop où, en fait, on a fait plusieurs sessions pendant la semaine, où déjà, on s'est dit ce qu'on était en train de ressentir. Et j'ai utilisé pour ça donc la méthodologie de The Rider and the Elephant, où en fait ils utilisent des cartes avec des mots, d'abord en disant qu'est-ce que je ressens moi aujourd'hui, ensuite nous en tant qu'équipe qu'est-ce qu'on ressent, etc. C'est la première étape, mais surtout il y a une question qui était trop chouette, j'ai trouvé, c'était partager avec tout le monde quelque chose qu'on a fait et qui a généré une émotion hyper positive en face et dont on est très fier. Et ça a généré en fait une connexion assez incroyable entre les gens, parce que tout le monde a cherché, et en fait les gens ont aussi dévoilé une partie un peu de vulnérabilité sur des choses chouettes qu'ils avaient fait, qu'ils avaient générées. Et en tirant le fil, en fait, le but de tout ce workshop de trois sessions était de savoir quelles émotions on avait envie de vivre au travail, quelles émotions on n'avait pas envie de vivre au travail, mais surtout on a beaucoup discuté avec l'équipe sur ok, on veut pas ressentir ces émotions, mais qu'est-ce que ça veut dire derrière? Qu'est-ce que ça veut dire, soit en termes d'organisation, en termes de process, en termes de façon de communiquer en fait avec les autres, donc le feedback. Qu'est-ce que ça engendrait en fait comme attitude, et puis surtout pourquoi on parlait de ça en fait. On parle des émotions parce qu'en fait les émotions positives qu'on a envie de ressentir et les émotions qu'on a envie d'éviter, même si parfois on les ressent et c'est comme ça, et on est tolérant, parce que le but c'était de dire aussi ces émotions négatives, on va être tolérant, on va les accueillir et on va essayer de comprendre ce qui se passe derrière. C'était aussi pour maintenir dans la culture. Comment on fait pour maintenir dans la culture grâce en fait en protégeant cet espace où on peut s'exprimer en fait réellement et ne pas avoir un masque. Et ça a engendré beaucoup d'autres workshops pendant l'année sur le feedback, sur la culture, sur comment on communique en fait, comme tu disais tout à l'heure, une émotion qui peut être perçue comme négative, mais on a besoin de l'exprimer. Et ça a été vraiment, vraiment, vraiment des jolis moments. Nous, on a une personne qui nous a même dit pendant la session, qui a dit mais ça a changé ma perception de qui je suis. Alors j'étais très étonnée parce que je me suis dit c'est incroyable, je m'attendais pas du tout à ça. Et en fait il a dit mais en fait j'ai le droit d'être moi au travail, et c'est super joli. Ah, carrément. Et du coup, alors je vais être sur quelque chose de très, je me mets à la place des personnes qui nous écoutent. Concrètement, au-delà de l'expérience que vous avez eue chez Beam & Co sur un moment précis avec le confinement, c'est quoi les moments, les temps de vie en entreprise sur lesquels on peut commencer à introduire ces outils autour de l'émotion, je sais pas, les one-to-one? Est-ce que dans des All-Hands meetings, est-ce qu'il y a des moments comme ça où parce que je vais dire ce que je ressens moi, alors ça fait très émotion là du coup de dire ça, mais moi ça me fascine parce que à chaque fois je retombe sur l'histoire du manager qui dit ma porte est toujours ouverte mais personne n'y va, et que en fait c'est parce que c'est juste pas comme ça que ça marche. Il y a besoin de créer le rituel qui amène les gens à se sentir bien, et là évidemment si vous dites à toutes vos équipes non mais t'inquiète pas, tu peux exprimer tes émotions, c'est pas du tout la même chose que dans un one-to-one ou dans un workshop de dire on va parler de ça. Oui, totalement, t'as raison. En fait, il faut absolument ritualiser ces moments. Sinon, en fait, on a tous la tête dans le guidon et en fait, on n'y pense jamais. Parce que faut dérouler ta roadmap, faut dérouler le business, faut dérouler ton rôle de RH, dans la quotidiennité, je veux dire. Et donc, il n'y a pas d'espace. Donc, il faut absolument ritualiser. C'est vraiment très important. Donc, nous, ce qu'on a mis en place, en tout cas, il y a différents rituels, des moments en fait où on peut faire ça. Comme tu disais, les one-on-one, c'est un moment très important en fait pour pouvoir savoir
Qu'est-ce qui se passe bien? Qu'est-ce qui te remplit d'énergie, etc., etc. Il faut aussi poser les questions d'une certaine manière. Il y a plein de sites maintenant qui proposent en fait une façon de poser la question, parce que si on arrive et on dit bon ça va, en face on va Oui. c'est ça. Toujours. C'est ça. Donc, on passe à autre chose. On dit, bon, on va parler de ce qu'il faut dérouler là pour cette semaine, etc., tes priorités. Donc, voilà, qu'est-ce qui t'a rempli d'énergie la semaine dernière? Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui crée de la friction? Est-ce qu'il y a des sujets, en fait, où t'es un peu bloqué, où t'es pas à l'aise, etc. Et selon les personnalités, en fait, les gens vont s'exprimer différemment, mais on va comprendre qu'il y a quelque chose derrière où les gens auront envie d'exprimer une émotion. Voilà, c'est difficile, c'est compliqué, j'ai peur, enfin, peu importe, ça dépend des gens. Donc les one-on-one, c'est très important. Les one-on-one, il faut les préparer. Ça, c'est un gros sujet aussi. Il y a beaucoup de gens qui arrivent en one-on-one, et au tout début, quand je commence à bosser avec eux, et ils ne l'ont pas préparé. En fait, forcément, c'est difficile parce qu'on ne s'est pas préparé à savoir qu'est-ce qu'on a envie d'exprimer, qu'est-ce qu'on a envie de partager. C'est mon espace. Et c'est ce que je dis à tout le monde, c'est ton espace, il est à toi. Cette demi-heure qu'on a ensemble, et pareil, je coach les managers pour qu'ils disent la même chose, elle est à toi. Donc, voilà, c'est ton espace. Et ne jamais finir le one-on-one avant la demi-heure, parce qu'en fait, parfois, le silence aussi, ça permet de dire des choses qu'on n'a pas dit. Ensuite, il y a aussi en monthly, c'est très important de faire des points en monthly. Et les monthly, c'est pas forcément uniquement, même s'il faut parler évidemment de est-ce que tu as rempli tes objectifs, etc., etc. Mais ils ne sont pas là uniquement pour ça. C'est aussi un moment privilégié où, en fait, je pense que le manager doit donner de l'espace et dire, OK, comment je peux être un meilleur manager pour toi? Comment je fais pour que tu te sentes mieux dans l'équipe? Et tout ça, en fait, toutes ces questions amènent forcément à l'expression de son besoin et à l'expression de ce qu'on est en train de ressentir ou vivre. Et ça peut arriver que c'est que du positif, hein, mais ça peut arriver où il y a des choses à régler. Et même le positif, il faut comprendre comment on continue à le maintenir. Il y a ça. Après, en monthly, c'est vraiment pas le moment, je pense, d'exprimer, en tout cas, de la même manière qu'on l'exprime en one-on-one. En fait, je reprends ce que j'ai dit, je suis pas d'accord finalement avec moi-même. C'est un moment où tu peux exprimer des choses, mais pas de la même manière que quand tu es avec ton manager en one-on-one. C'est un moment où, en fait, tu peux questionner. Voilà, c'est pas le même cadre, ouais. Voilà, en monthly, nous par exemple, il y a des questions, moments de questionnement, et tu peux dire, voilà, moi je me pose beaucoup de questions sur tel et tel sujet, c'est vrai que ça me fait peur, ou moi ça m'angoisse un peu parce que j'ai pas eu l'info, donc j'ai besoin pour avoir de la visibilité. Donc c'est différent de ce que tu exprimes en one-on-one, mais en effet c'est un moment où tu peux aussi exprimer ton besoin. Si on sort du côté émotion, tu peux exprimer ton besoin d'information, d'être rassuré, etc. Donc ça c'est un peu les outils que je vois en fait concrètement dans la quotidienneté pour pouvoir exprimer ça. Et en fait aussi, il faut, je pense, créer énormément de moments d'équipe malgré le fait que l'on soit à distance. Et ça, je pense que c'est très difficile. Nous, par exemple, on a lancé une initiative qui s'appelle... Ah non, j'ai oublié. Je suis trop marrante avec les mots, moi. Le pit stop, voilà. Le pit stop, et en fait, c'est le moment où je ne sais pas si vous êtes familier avec ce mot, c'est dans les courses de voiture, il y a un moment où la voiture doit s'arrêter et doit avoir de l'essence dedans pour repartir. Et on lui change les roues, enfin bref, voilà. Et c'est des moments où on a créé ça en ligne, parce que on a des gens à distance, on a aussi vécu la période Covid. Et donc, c'est un moment où tout le monde, c'est un rituel, tous les trimestres. On se retrouve, c'est du speed dating en fait avec 5 personnes, et ça te permet aussi de créer du lien et de te décharger aussi, ou de te recharger émotionnellement en fait. Ok, ouais. Donc ce que je retiens pour pas copier-coller ce qui a été fait chez Bimenco, mais vous en inspirer pour faire des choses dans votre organisation, c'est effectivement des rituels, soit s'intégrer dans des rituels qui existent, les one-on-one, les monthly, le pit spot, Pit stop. Top, que je ne connaissais pas, mais qui est une bonne approche. Créer un espace pour ça. Et alors, je vais vous partager mes petits secrets de coach, mes petites techniques personnelles, parce que tu as raison, ça se joue beaucoup dans la manière dont on pose les questions. Si vous êtes manager ou RH ou fondateur, fondatrice, mais que vous cherchez à poser des questions, quelques moyens mémotechniques, je ne vais pas en donner beaucoup, comme ça on va faire simple. Ne posez jamais de questions fermées.
parce que les questions fermées, c'est des questions qui se répondent par oui ou non, et vous allez avoir très 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 peu d'informations, et donc l'autre en face va avoir très peu de place pour s'exprimer. Est-ce que tu es d'accord avec ce projet? Oui, non. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Bon, ça marche pas. Donc préférez les questions ouvertes. Si vous n'arrivez pas trop à faire la différence, ou que vous n'avez pas l'habitude, essayez de visualiser que chacune de vos questions doit commencer par le vocable que. Donc plutôt que est-ce que ça va, dit qu'est-ce qui se passe en ce moment? Comment ça va? Comment vas-tu? Etc, etc. Et vous allez voir, ça change tout. Ça demande une petite mécanique, hein. Mais je vous donne un exemple de la vie quotidienne. C'est pas du tout la même chose de demander à votre charmante compagne ou à votre charmant compagnon qui est en train de se cogner toutes les tâches domestiques. C'est pas la même chose de lui dire t'as besoin d'aide, ou de lui dire qu'est-ce que je peux faire pour t'aider. Pas du tout la même question. Ça part là, au moins c'est bateau. La première, elle sous-entend, c'est comme ça va, elle sous-entend une réponse automatique de non, ça va, t'inquiète, reste rien foutre. Ma question de coach, mais vous pouvez la garder, la prendre, hein, elle est en Creative Commons, où vous trouvez la vôtre. Toutes les sessions de coaching commencent par quelle est ta météo intérieure. C'est pas ça va, je sais qu'on va me répondre ça va. Si la météo intérieure, on se pose, vas-y, regarde les émotions, regarde le corps, qu'est-ce que ça dit? Ah bah il pleut, bah non il fait beau, ah je suis un petit peu dans la tempête, etc. Et c'est une manière d'ouvrir la discussion en partant de l'état émotionnel qui est évidemment une grosse partie de ce qui est important. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et en plus, je pense que autre chose que l'on fait peut-être pas assez aussi pendant ces rituels, en fait, c'est de vraiment en fait montrer à la personne que l'on tient à elle. En fait, on oublie souvent aussi de dire aux gens en fait que l'on tient à eux et qu'on les apprécie en tant que personne. Je sais plus si on en avait déjà parlé, mais sur le fait que d'habitude, bah voilà, si tu accomplis tes objectifs, si en fait t'as un bon élément, etc., t'as un bonus, t'as une augmentation salaire, tu montes dans les hiérarchies, etc., etc. Mais il y a aussi en fait toute une partie qui doit être faite sur le fait de juste apprécier la personne comme elle est, et ces moments en fait privilégiés en fait avec quand on est manager avec ses équipes, ou inversement, parce qu'on peut aussi montrer de la appreciation, comme on dit en anglais, à son manager, en fait, sont hyper importantes également comme outil pour pouvoir en fait motiver et donner beaucoup plus de matière en fait à ce qu'on fait, et beaucoup plus de sens. Ouais, ça c'est tout le sujet de la reconnaissance, et qui est un peu le fil qui est tiré plus loin encore que les émotions, qui est peut-être plus identifié par les managers. On a tous entendu parler de reconnaissance. Pour pareil, le connecter à tout ce qu'on vient de se dire, gardez bien en tête que la reconnaissance est inextricablement liée au relationnel. En fait, l'un des besoins numéro 1 en général des personnes qui ont besoin de reconnaissance va se jouer dans le relationnel. J'ai besoin que tu me vois comme une personne complète, ou que tu vois les efforts que je fais, etc. Et ça, c'est le langage de l'émotion. C'est très très difficile de le faire sans se connecter vraiment et sincèrement à quelqu'un. Et typiquement, ça c'est un petit peu provoque ce que je veux dire, mais j'ai déjà rencontré des managers qui me disent mais telle personne, je veux bien moi lui donner de la reconnaissance, mais je sais pas quoi lui donner. Je fais mais je te demande pas et je lui dis je te demande pas de l'inventer. Je te demande de te connecter suffisamment à cette personne pour que tu trouves de quoi tu devrais être reconnaissante sur cette personne. Et c'est ça le vrai point de départ, et c'est ça le vrai problème. Bon, après, il y a certains cas de figure, t'as beau te connecter, t'as rien à reconnaître. Mais dans ce cas-là, c'est un autre sujet. Mais dans l'absolu, le point de départ numéro 1, si vous avez l'impression qu'il y a des besoins de reconnaissance et que vous savez pas trop par quel bout le prendre, le point de départ, c'est de passer du temps avec les gens dans votre équipe, de créer du relationnel, et même si ça vous semble un petit peu bisounours, mettez-vous à la place des gens dans votre équipe. Pourquoi ils vous suivraient si vous n'êtes pas connecté à eux, si vous en avez rien à faire d'eux? Et en plus, ils le voient, ils sont pas bêtes, hein. Donc la suite effectivement du langage des émotions va assez vite être la notion de reconnaissance. Et Lina, moi il y avait un point, alors on va toucher des territoires qui sont peut-être plus compliqués, et puis sur lesquels on va peut-être juste partager notre avis, parce que je sais pas trop où en est l'état des bonnes pratiques là-dessus, et je veux bien me jeter à l'eau avec toi. C'est le cas des extrêmes, parce que l'émotionnel, on en est tous pourvus, mais après dans l'intensité il y a un spectre. Il y a des personnes qui sont dites hypersensibles, il y a des personnes qui sont beaucoup moins connectées à leurs émotions jusqu'au point, alors attention, ça fait très
barbare dit comme ça, d'une une particularité qui s'appelle l'alexithymie. C'est des personnes qui sont daltoniens des émotions, en fait, qui ne sont pas connectés à leurs émotions et donc qui n'arrivent pas ni vraiment à les exprimer ni à les lire. Donc la question, c'est dans tout ce qu'on est en train de se dire là, quelle focale on peut mettre particulièrement sur ces deux profils? Qu'est-ce que tu en penses? Je te dirai un petit peu moi ce que je vois là-dessus. Mais... Ouais, bien sûr. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant d'aborder le sujet parce que c'est l'un des points, je pense, où les managers aussi, ils ont pas d'outils. Et même en équipe, parfois, c'est difficile de travailler avec ces personnalités-là parce que on n'en parle pas assez, justement. On va pas chercher assez loin. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Je sais pas si j'en pense vraiment quelque chose, mais en tout cas... Ou plutôt comment on intègre cette donnée-là dans les émotions au travail pour des managers. Je vais prendre un exemple, mais un manager, une manager qui écoute l'épisode, qui dit OK, je vais mettre de l'émotionnel dans les one-to-one, et à chaque one-to-one, il y a un débordement émotionnel très fort, très intense, parce que la personne en face est hypersensible. Comment on intègre cette donnée-là? Oui, non, mais c'est important, et je pense qu'il faut imaginer en effet que moi j'aime bien l'image où les émotions, en fait, en tout cas la façon dont les émotions varient, comme tu dis, c'est comme un pendule. Donc, on va dire que la plupart en fait des gens, leur pendule varie un petit peu soit dans la négativité, soit dans la positivité, peu importe. Enfin, l'émotion peut être négative ou positive, mais elle varie juste de manière minimale. Elle se recentre assez vite de nouveau. Ouais, petite amplitude et une norme qui est simple à retrouver, quoi. Exactement. Par contre, en fait, en effet, si on parle des hypersensibles, pour commencer, c'est des personnes en fait pour qui l'émotion varie de manière, comme tu dis, avec une amplitude beaucoup plus large et surtout beaucoup plus longue. C'est-à-dire que la personne reste dans l'émotion beaucoup plus longtemps. Donc en effet, c'est difficile parfois parce que et d'ailleurs, c'est des personnes qui ont peut-être aussi parfois, pas toutes, ça dépend. Et d'ailleurs, on peut parler des deux typologies d'hypersensibles qui existent, qui facilement expriment, pour l'une des typologies, expriment assez facilement et ça déborde et du coup, on ne sait pas trop comment gérer ça. Donc, je vais donner quelques clés, mais peut-être avant, dire que, en fait, tous les hypersensibles ne se ressemblent pas. Il y a des hypersensibles qui sont très calmes, en fait, et qui, en fait, sont plutôt inhibés dans leurs émotions, qui aiment bien, d'ailleurs, c'est la majorité des hypersensibles, qui sont un petit peu en retrait par rapport aux équipes et qui, dès qu'il y a des choses un peu impactantes qui se passent, soit ils se referment, soit ils sont... comment exprimer ça, un peu fébrile ou quelque chose comme ça, ouais. Exactement, un peu fébrile, et donc en face, c'est vrai que le manager ou l'équipe ne sait pas trop quoi faire parce que en général, on veut laisser un peu la personne tranquille, mais bon, ça règle pas le sujet. L'autre typologie aussi d'hypersensible qui est un petit peu plus minoritaire, c'est des personnes en fait qui sont... donc la première typologie, c'est des personnes plutôt qu'on peut percevoir ou qu'on peut dire introverties. Et l'autre typologie, c'est plutôt des personnes qui sont extraverties. Donc elles expriment beaucoup plus leurs émotions, mais elles passent en fait de la curiosité extrême à la méfiance. Elles sont très audacieuses, puis tout d'un coup, en fait, elles sont très angoissées. Donc en fait, elles se lancent des gros challenges au niveau de l'équipe. Et après, elles sont dans l'angoisse totale. Donc elles savent moins bien gérer, en fait, en tout cas si elles n'ont pas les clés, leur stress. Donc voilà un petit peu, en fait, déjà, il n'y a pas une seule typologie d'hypersensible qui existe, et je pense que la première chose à faire, en fait, c'est déjà accepter ce trait de personnalité. Et pareil pour toutes les personnalités, comme tu disais, extrêmes, en fait, la première étape, c'est d'accepter que la personne est comme ça. Ouais, la personne a hérité d'un éléphant un petit peu plus foufou que la moyenne. C'est comme ça, quoi. Bon, à un moment donné... C'est comme ça. Voilà, bien sûr, chacun doit travailler sur lui. On peut faire du feedback pour accompagner la personne. Mais la première étape, c'est de dire, en fait, la personne, elle est comme ça. Parce que moi, parfois, j'ai aussi des équipes ou des managers qui me disent, non, mais attends, je veux que cette personne fonctionne de manière ABC. En fait, ils parlent d'eux. Ils parlent de leur fonctionnement à eux. Et pour ces personnalités qui sont un petit peu plus extrêmes, du coup, c'est plus difficile à imposer. Donc voilà, accepter... on retombe dans le « c'est pas pro ». Exactement. C'est pas pro, puis bon, moi je lui ai demandé de faire ça, bon, voilà. Donc voilà, accepter la personnalité, et déjà de l'accepter, ça veut dire, en fait, être à l'écoute. Être à l'écoute, essayer de comprendre en fait ce qui se passe chez cette personne, parce que comme j'ai dit, il y a différentes typologies. Essayer de comprendre aussi peut-être que la personne, elle sait déjà un petit peu des clés, mais que moi, en tant que manager, nous par exemple, on a une pratique, alors
chez nous, c'est que quand une personne est onboardée, on lui demande de faire un petit texte où il explique comment elle fonctionne. Avec des questions. Génial, j'adore. Il y a des questions, voilà. Et en fait, je fais un petit coucou à Geoffrey de la société Bonne Gueule qui fait ça. Ils font les readme.txt. Chacun fait son readme. Voilà. C'est beaucoup plus facile pour comprendre comment on peut te parler, en fait. Exactement. Donc, trop chouette qu'il y ait quelqu'un qui ait lancé ça. En plus, les questions doivent être déjà prêtes parce que c'est vrai qu'il faut poser quand même les bonnes questions pour que la personne puisse exprimer un petit peu comment elle fonctionne, sinon c'est compliqué. Et donc, en ayant cet outil, c'est vrai que c'est plus facile de comprendre comment on fonctionne, qu'est-ce qui te stresse, qu'est-ce qui te rend heureuse ou heureux. Et donc, en fait, voilà. Accepter, écouter, et peut-être que la personne en face, elle a déjà des outils à partager pour pouvoir en fait travailler et discuter avec. Voilà, donc pour moi, ça c'est la première étape. Ensuite, je pense qu'il faut... c'est des personnes parfois qui ont vraiment du mal à gérer le stress, en tout cas qui partagent beaucoup la façon dont ils sont en train de vivre les choses au niveau du stress. Et donc, il faut aussi, pareil, en tant que manager, on a accepté en fait le fait que la personne est comme ça, elle va pas fonctionner comme nous managers, on va dire. En fait, la deuxième étape, c'est on va explorer avec la personne, il faut la questionner, lui dire comment on peut faire, comment tu gères ton stress, comment on peut améliorer. Et en fait, ça se fait aussi en tant que manager, on a le pouvoir là-dessus aussi, parce qu'on peut aussi laisser le temps à la personne de s'organiser. En général, c'est des personnes qui ont besoin d'une grande organisation pour pas être tombées dans le stress. Et c'est pas en leur donnant un vendredi à 18h un truc hyper important à rendre lundi qu'on va réussir en fait à manager cette personne. Donc, au côté manager, en fait, il faut aussi travailler avec ces personnes-là. Et en général, en fait, avec tout le monde, c'est une bonne pratique aussi. C'est de pouvoir bien s'organiser, faire des demandes en amont pour qu'il y ait plus d'impact, en fait, et pouvoir laisser le temps à une personne hypersensible de s'organiser et de digérer l'information sans que le stress monte, en fait, au maximum. Donc ça, c'est hyper important. Et puis ensuite, évidemment, encourager en fait la personne à, de son côté, aller chercher des ressources, aller se renseigner sur ce qu'elle peut aussi, elle, cadrer dans son quotidien. Moi, par exemple, souvent, je faisais des formations à tout le monde. C'était des formations globales qui s'appelaient Own Your Career. Et donc, gère ta carrière. Et c'était pas uniquement sur la partie carrière, c'était apprendre à se regarder, à s'étudier, comment je fonctionne, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui est important pour moi dans le futur, dans mon travail. Et en fait, ces moments de regard sur soi sont hyper importants et je pense que les managers doivent encourager ça aussi. Je te partage mes quelques tips aussi que j'ai pu observer. Tu me diras ce que tu en penses, mais c'est des petits compléments. La première, le premier tips, c'est surtout, je parle au manager, de dédramatiser l'émotion. C'est pas grave. Vu qu'on est tous émotionnels, faut pas se dire mon Dieu, j'ai eu un one-to-one avec quelqu'un et la personne était hyper en colère, hyper triste, hyper machin, sortir de là en disant oh, mon Dieu, qu'est-ce qui vient de se passer? Peu importe. Enfin, évidemment, c'est bien si les gens sortent pas de votre bureau en pleurant à chaque fois, mais ce que je veux dire, c'est que il faut pas avoir peur de l'émotion, ni de la sienne, ni de celle des autres. Et ça vous aidera à être beaucoup plus confortable avec des personnes qui sont très sensibles et qui donc vont avoir une amplitude qui est très forte parce que vous n'allez pas les voir comme des animaux bizarres, en fait. Vous allez dire, bon, bah voilà, là, il y a une petite tempête, elle passera, quoi, à un moment donné. Et c'est ce que tu disais sur l'éléphant, etc. Oui. Quoi. Et pour rebondir juste là-dessus aussi, en fait, je me suis rendu compte que souvent, en fait, on veut rassurer. Donc, les gens disent, tiens, voilà, la personne s'est mise à pleurer ou elle était, vraiment pas bien. Et en fait, les gens disent, je veux rassurer. Mais en fait, souvent, on a les personnes en général, mais les personnes n'ont pas besoin d'être rassurées. Elles ont un autre besoin qu'il faut qu'ils aillent chercher, en fait, et comprendre. Donc, arrêtons de rassurer, en fait, les gens. Il faut savoir ce dont la personne a besoin. Et souvent, c'est de l'information, en réalité. Ouais, tout à fait. Donc là, retour sur des pratiques générales de CNV, d'aller chercher le besoin, d'aider la personne à exprimer une demande. Et une autre, ça c'est peut-être, ça va être étonnant, mais une autre chose qui est à l'autre bout du spectre sur la manière de travailler avec des personnes hypersensibles. Moi, j'ai beaucoup de managers, ça arrive en tous les cas, qui sont très dépourvus et qui sont épuisés.
C'est-à-dire qui se disent j'arrive pas et tout, Ouais, j'ai l'impression que ça va jamais et j'ai l'impression que ça va pas, etc. Et des fois, c'est assez très particulier, mais on se rend compte que c'est des managers qui, parce qu'ils veulent bien faire, parce qu'ils sont très empathiques et qui essayent de faire de leur mieux, se retrouvent des fois à accepter des choses qui n'ont rien à voir avec l'hypersensibilité, mais qui sont juste pas acceptables. ouais, Et ça, bien c'est sûr. hyper important. L'empathie, c'est pas la sympathie. Et Ouais, l'hypersensibilité, c'est pas un laisser-passer pour faire n'importe quoi et être quelqu'un d'impossible à vivre. C'est quelque chose d'un peu particulier et qui se vit très bien au quotidien et on le comprend de mieux en mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que faites la part des choses et dites-vous, est-ce que ce que cette personne fait dans mon équipe qui s'avère être hypersensible, ou en tout cas peu importe, enfin, en tout cas on a l'impression qu'elle c'est quelqu'un qui vit très intensément les émotions, est-ce que je l'accepterais dans un autre cas par exemple? Si la réponse est non, vous trouverez une manière d'aborder le sujet avec la personne, mais il faut en parler. Faut pas l'accepter, faut pas prendre sur vos épaules quelque chose qui est qui dépasse les barrières en fait, qui dépasse les lignes rouges. Je sais pas trop ce que t'en penses toi. Alors, bah, en fait, je vois le cas dont tu parles, en fait, et je pense en effet que c'est important, même avec tout le monde, de mettre des barrières très claires sur jusqu'où on peut aller dans une discussion et qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui n'est pas acceptable. Par contre, je pense qu'il faut faire attention au fait de toujours, en fait, comme c'est des personnes hypersensibles, très vite on peut se dire c'est intolérable. Oui, tout à fait. Tu as raison. Je vais préciser mon point. Je vais donner un exemple. Vous êtes dans une entreprise où c'est donné, c'est marqué en très gros. Il y a une des valeurs, c'est la culture du feedback. Ouais, Ok. Il y a quelqu'un dans votre équipe qui est très sensible. À chaque fois que vous lui faites du feedback, c'est un débordement émotionnel qui est très fort. Si la personne, vous lui dites de quoi tu as besoin, bah, j'ai besoin que tu arrêtes de me faire du feedback, j'aime pas ouais, ça, c'est pas acceptable. La réponse non, devient comment on arrive à travailler sous un angle de feedback ensemble qui te convienne. oui. C'est là où je dis il faut pas tout accepter. Oui, totalement. Et ça, je suis totalement alignée avec toi parce que je pense qu'on doit tous en fait se respecter. Et donc, bah, par exemple, dire à quelqu'un, bah, moi, je veux pas de ton feedback. En fait, c'est juste pas possible. En fait, voilà. Mais il y a plein de cas où moi j'ai vu aussi que parce que bah c'est difficile d'accepter quelqu'un d'hypersensible. Les gens étaient extrêmement durs avec cette personne et donc en fait c'était complètement contre-productif et donc voilà, enfin faut accepter que la personne est comme ça, tout en comme avec toutes les personnes, mettre un cadre sur ce qu'on peut faire, sur ce qu'on ne peut pas faire. Et en fait, c'est le moment aussi parfois d'exprimer. Moi, je dis parfois à certains managers, quand ça se passe comme ça, de manière où la relation est très, très, très difficile, de dire, en fait, moi aussi, j'ai des émotions et je vais t'en parler. Je vais t'en parler. Et en fait, voici ce que moi je ressens quand, si c'est par exemple de la colère qui s'exprime très violemment, moi quand tu te mets en colère comme ça, voici ce que ça génère chez moi. Et en fait, le fait de partager ça, en fait, ça recadre aussi parce que bah moi aussi j'ai des émotions, moi aussi en fait, c'est juste que je t'en parle pas tout le temps ou je les exprime pas comme ça. Voilà. Mais c'est important, c'est important. C'est important. Mais je suis 100% fan avec ce que tu as dit et j'allais y venir sur ce point-là. Et tu en as parlé au début de comment l'expression des émotions, paradoxalement, ça a résolu la friction, une grosse partie de la friction dans le relationnel. Et ça, c'est quelque chose. Alors, je vous comment dire? Vous allez voir, va falloir un peu se jeter à l'eau. Hein, si vous l'avez jamais fait, il faut une première fois. Mais de manière très contre-intuitive, si vous travaillez avec quelqu'un qui est très 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 intense dans le registre émotionnel et tant qu'à faire que vous l'êtes pas beaucoup, Ouais. testez de juste vous connecter à vos émotions et à vos besoins et de le mettre dans le champ et vous allez être hyper surpris. Parce que en fait, les personnes qui vivent les émotions très intensément, en général, elles ont une très forte intelligence émotionnelle. Elles Ouais. connaissent très bien les émotions et ça ouvre une porte et ça ouvre un dialogue dont il peut sortir des choses fascinantes. Moi, j'ai déjà vu, j'étais là pour le voir, une discussion entre un CEO et une de ses direct reports où il s'avère que c'est un CEO qui était perçu comme très brutal et la direct report qui était peut-être plus émotionnellement engagée. Et donc, on crée un dialogue comme ça et en gros, la direct report dit ouais, mais j'ai l'impression que j'existe pas, j'ai l'impression d'être un rouage, etc., etc. Et il dit bah à ton tour, c'était un peu le jeu. Et le CEO dit mais moi quand je vois que je te fais du mal et que je suis la personne qui est un peu le méchant de l'histoire, déjà je me sens mal, je sais pas comment faire. Et par contre, des fois j'ai l'impression que je ne suis là que pour vous servir tous et que moi mon bien-être on s'en fout.
Ouais, bah oui. Et ça, l'autre personne, elle est tombée des nues. Elle a dit « Ah, mais j'avais pas d'idée que tu le vivais mal, t'es tellement costaud et tout, t'es tellement Mmh. toujours à fond. » et tout. Bah ouais, mais je bade, quoi. Ah ouais, bah là, ça a vachement changé, quoi, les choses. Mais bien sûr, mais ça a un impact énorme. D'ailleurs, souvent, en effet, bah, j'ai aussi vécu une expérience similaire avec une CEO. Et en fait, c'est vrai que parfois, on ne prend pas en compte les personnes qui ont des très, très grandes responsabilités. On a l'impression qu'elles peuvent tout gérer, mais en fait, elles ressentent la même chose que nous tous et c'est pas facile, quoi, tous les jours. Yes. Avant de passer à la fin de l'interview, est-ce qu'on ferait pas juste quelques mots sur les profils dits alexithymiques, hein, gros mots Oui. pour dire des personnes qui sont peut-être à l'autre bout du spectre? Qu'est-ce qu'on peut bon, alors je vais pas rentrer dans la logique un peu descriptive, mais partez du principe que c'est effectivement des personnes qui sont moins connectées, moins facilement à leurs émotions. Quel conseil, qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu si vous êtes manager et que vous avez des profils comme ça dans votre équipe? Comment est-ce que on prend un petit peu de ce qui a été partagé aujourd'hui ici pour justement s'adapter à des profils qui, eux, n'ont pas forcément les outils en interne pour se connecter à tout? Bah ouais, totalement. Alors là-dessus, bah il y a plein de choses qu'on a déjà dit depuis le début de l'interview, en fait, de l'épisode plutôt, qui peuvent être utiles. Après, plus précisément, en effet, si c'est des personnes, comme tu dis, qui ont, en fait, c'est pareil, c'est accepter qu'elles ne peuvent pas se connecter à leurs émotions pour commencer. C'est pas qu'elles font exprès, qu'elles peuvent pas, qu'elles font semblant, qu'elles sont pas du tout empathiques ou pas du tout, enfin voilà, c'est comme ça. Donc déjà. En acceptant ça, il faut changer en fait la façon dont on travaille avec elle. Et moi, ce que j'ai pu voir en fait, constater, c'est que souvent, au lieu de parler de choses un peu trop générales, etc., c'était très précis avec les questions qu'on veut poser. Donc voilà, si on veut savoir en fait comment la personne se sent, comment la personne est en train de s'intégrer dans une équipe, parce que c'est parfois aussi très difficile pour ces personnes-là du coup de s'intégrer dans une équipe, d'être embordées, d'être connectées, vu qu'elles connectent moins facilement aux émotions, et c'est ce qui nous connecte énormément aux autres. Et donc c'est d'être très précis. C'est voilà, c'est comment s'est passée ta semaine exactement, qu'est-ce que tu attends de moi sur X ou Y sur tel projet. Enfin, être très 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 précis sur ces choses-là, et donc pouvoir avoir de l'information de cette personne sans que ça aille sur le terrain justement des émotions, puisqu'ils ne peuvent pas y aller. Sur peut-être aussi en fait parler de comment tu veux progresser, réaliser tes succès, enfin être très concret sur les questions, mais aussi c'est des personnes qui parfois n'arrivent pas à exprimer leurs émotions à l'oral, mais qui ont une capacité à le faire à l'écrit. Moi, j'avais essayé une fois avec un manager, c'est que j'avais arrêté en fait. J'ai constaté en fait que c'était pas possible de faire du feedback à l'oral, j'avais pas de retour, enfin qu'il y Ça avait marchait rien qui pas, se ouais. passait, ça marchait pas et que voilà. Et donc je me suis dit, enfin je lui ai proposé, je lui ai dit est-ce que tu veux qu'on essaye quelque chose, est-ce que je t'envoie en fait mon feedback à l'écrit, ce qui est contre-intuitif parce que souvent le feedback à l'écrit est très mal pris, on comprend pas tout, on n'a pas justement tout le contexte, les émotions qui se jouent à l'oral. Et donc, on avait essayé ça. Et ben en fait, ça a changé notre façon de fonctionner. Parce que la personne a pu voir quelque chose de très concret d'écrit. Il m'a répondu à l'écrit. Et en fait, ça a changé notre façon de fonctionner vraiment littéralement. Donc voilà, c'est un petit tips comme ça qui a marché 2-3 fois et qui a beaucoup d'impact. Donc voilà, proposer au lieu d'aller sur le terrain de l'oral, qui est très difficile pour eux, d'aller sur le terrain de l'écrit. Et alors moi, je rajouterais un petit tips aussi. Donc derrière l'écrit, l'oral, il y a aussi la notion de synchrone asynchrone. Vous pouvez dire, bah, prends le temps de réfléchir et on s'en reparle la prochaine fois. C'est juste, ça peut être des fois une question de pas réussir à le faire en live. Et même pour les profils qui sont le plus loin de leurs émotions, et c'est ok, c'est comme ça, la plupart des gens peuvent se connecter à leurs besoins. Ouais. Et donc ça, c'est une étape qui reste importante. À défaut de dire comment tu te sens, tu peux dire, bah là, dans les prochains mois, de quoi tu as besoin? Ou vis-à-vis de moi, qui suis ton manager, de quoi tu as besoin? Et ça, c'est un terrain, effectivement, qui est tout à fait explorable et qui donne, j'allais dire, des intentions similaires à tout ce qu'on vient de se dire pendant cet épisode, me semble-t-il. Mais totalement, totalement. Et ce qui est aussi important de garder en tête, c'est que c'est même ces typologies de personnalités qui sont extrêmes, elles ont énormément de compétences en fait et de choses hyper positives qu'elles peuvent apporter en entreprise. Mais comme elles ont du mal à en fait à communiquer ou à se lier au niveau des émotions, c'est très mal perçu et souvent elles se misent de côté. Et on parle souvent
du défaut, alors qu'il y a le revers de la monnaie aussi, beaucoup de choses positives qui peuvent être amenées s'ils sont bien accompagnés, si c'est bien amené, et surtout si on a de la patience. La patience, c'est quelque chose de très très important pour le dernier profil dont on a parlé, et il faut le faire parce qu'ils ont vraiment aussi des grandes capacités et des grandes choses à apporter à l'entreprise. Bon, bah écoutez, là, à cette étape de l'épisode, j'espère qu'on a pu vous partager un petit peu comment comprendre les émotions, à quoi elles servent, comment leur donner toute la place qu'elles peuvent avoir au travail, par les rituels, par les manières concrètes de faire ça, différents outils, comment est-ce qu'on peut, j'allais dire, interagir avec les profils qui sont extrêmes des deux côtés. Et là, normalement, il n'y a plus trop d'excuses pour ne pas, j'allais dire, aborder ou attraper ce sujet-là de la meilleure manière. Bah, écoute, je pense qu'on a fait un bon tour. Est-ce qu'on passerait pas à la fin de l'interview, Lina ? Carrément. Alors, première chose, où est-ce qu'on te retrouve si on a envie d'engager la discussion avec toi ? Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Vous pouvez m'écrire. J'adore rencontrer des nouvelles personnes, échanger sur ces sujets qui me passionnent, donc faut pas hésiter. Ok. Est-ce qu'il y a un livre, un podcast, un blog que tu recommanderais aux auditeurs et auditrices ? Vu qu'on a parlé pas mal d'émotions, il y a un livre que je recommande fortement qui s'appelle Making Work for the Highly Sensitive Persons du docteur Barry Jagger, qui est hyper intéressant, qui donne beaucoup de clés, d'ailleurs à tout le monde, aux managers ou à la personne qui est elle-même hypersensible. Et puis il y a un deuxième bouquin en fait que je trouve passionnant. En fait, c'est pas forcément que sur les émotions, mais sur les différents types d'organisations, comment ils fonctionnent, qu'est-ce que ça veut dire en termes de dynamique et de fluidité en fait de communication. C'est Reinventing Organizations, vers des communautés de travail inspirées. Et c'est vraiment hyper intéressant parce que ça permet aussi de placer chacun d'entre nous dans le type d'organisation où il se retrouve et comment fonctionner dans cette organisation. Parce que tout ce qu'on se dit, tout ce qu'on entend dans tous les épisodes, d'ailleurs, je pense, ou dans d'autres bouquins, sont pas forcément exactement réplicables dans sa boîte. Et ça permet de voir aussi où est-ce qu'on se situe dans son organisation. Ouais, de Frédéric Laloux. Donc vous l'avez déjà entendu plusieurs fois. Lisez-le. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. Enfin, alors non, pas enfin. Nouvelle petite question. Est-ce qu'il y a un outil RH que tu aimes beaucoup, que tu veux partager ? Alors moi, j'adore, mais vraiment, ils le savent, je suis trop fan de culture AMP. J'aime beaucoup cet outil parce qu'en fait, il est construit d'une manière où en fait, on réfléchit sur justement la psychologie des personnes dans les sociétés. On réfléchit en fait comment fonctionne l'humain pour donner des outils RH. Donc, ils ont plusieurs outils. Un sur la performance qui est vraiment bien pensé, où il y a plein de contenu sur la formation manager disponible. Donc en fait, pour eux, le plus important, c'est de continuer à développer toutes les personnes, donc les managers, les personnes en interne, etc. Ils ont aussi un outil sur la diversité et inclusion qui est hyper puissant pour aller sonder en fait ce qui se passe dans votre entreprise et ce qui est possible de faire. Ils donnent plein d'outils aussi sur des actions à prendre. Et c'est assez innovant. Enfin, c'est pas des trucs qu'on lit partout, donc c'est hyper chouette. Et un dernier sur l'engagement, qui est très puissant parce qu'il donne énormément de data utiles. Il donne aussi, pareil, des actions possibles. Il partage en fait aussi des cases dans d'autres entreprises similaires, parce qu'en fait, ils évaluent ça en fonction de la taille de l'entreprise et du secteur. Donc on a vraiment de la data très relevant, je sais plus comment on dit ça en français, merde. Ouais, moi non plus, je l'ai plus. Voilà. En tout cas, c'est très utile, voilà, si on veut dire comme ça. C'est un outil très puissant et en plus, ils sont très sympas. Donc ouais, c'est des questionnaires ou des enquêtes ou des outils que tu peux avoir pour quelque part avoir un instantané de différentes choses par rapport à tes équipes, c'est ça que je comprends ? Comment tu le décrirais ? En fait, ça c'est en effet la première, on va dire, couche. Mais après, derrière, ils ont énormément de contenu, énormément d'outils de formation aussi. Donc, c'est plus complexe que ça, mais en fait, la base, c'est ça. C'est des questionnaires pour avoir de la data. Ouais. On va aller le voir. Moi, je le connaissais. C'est pour ça que je te pose la question. Je vais aller regarder. Merci. Et enfin, qu'est-ce que tu nommes pour un prochain épisode du podcast ? Si tu es à ma place, t'invites qui ? Alors, moi, j'aimerais inviter Inès Arthur,
qui est Talent Development Manager chez Céline. C'est une personne hyper chouette. Je l'ai rencontrée pendant une courte formation que j'avais fait sur la CNV. Et elle a une vision hyper intéressante de la ressource humaine. Et puis elle a une énergie très apaisante, très englobante. C'est quelqu'un de très chouette. Ok, et écoute Inès, tu deux informations. Un, au moment de choisir à qui Lina passe le micro, elle pense à toi. Et deux, tu es la bienvenue. Si tu souhaites faire un épisode sur le podcast du Human Factor de Yann Hiro. Lina, c'était un vrai plaisir de pouvoir aborder ce sujet en profondeur avec toi. Un grand merci pour ton temps et pour tout ce que tu as partagé aux auditeurs et auditrices. Puis il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine. Merci de m'avoir invité. C'était vraiment un moment hyper chouette. Et puis c'était un exercice intéressant aussi à essayer. À la prochaine. À la prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co. Et